Monsieur l'ambassadeur pour le numérique, Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'ambassade de France et merci à toutes et à tous d'être ici aujourd'hui pour la dernière conférence de Homo Numericus. Et merci également à tous ceux qui nous suivent en virtuel. Ce cycle de conférences sur le numérique a été porté tout au long du mois de novembre par l'ambassade de France, par la Direction générale transformation digitale du service public fédéral stratégie et appui belge et AI for Belgium. Vous me permettrez de commencer d'abord par des remerciements à tous ceux qui ont permis que ce cycle ait lieu. Et je tiens d'abord tout particulièrement à remercier très chaleureusement ce soir M. Mathieu Michel, secrétaire d'État à la digitalisation, et M. Henri Verdier, ambassadeur français pour le numérique, qui nous font l'honneur d'intervenir ensemble pour cette conférence de clôture. Je remercie également l'ensemble des organisateurs mobilisés depuis plusieurs mois par la création de ce cycle de conférences très riche. Et je pense tout particulièrement à M. Nathanael Ackerman, directeur général de AI for Belgium, expert innovation et intelligence artificielle du service public fédéral stratégie et appui et Digital Mind pour la Belgique, ainsi qu'au service culturel de l'ambassade de France dirigé par M. Thomas Michelon. Je remercie également le service public de Wallonie pour son soutien financier. Et enfin, je remercie tous nos partenaires, notamment tous les lieux qui ont permis à cet événement d'exister, parce que nous avons pu, malgré le contexte sanitaire, organiser pratiquement toutes les conférences en présentiel. Et je pense que ça a été pour les participants un grand bonheur de pouvoir vivre ces échanges en présentiel. Donc, notamment à Bruxelles, le CIU, l'Université libre de Bruxelles, Bicentrale, la VUB, à Liège, l'Université et le Château de Colonster, et à Mons, l'Université et le CLIC. Durant un mois, le cycle Homo Numericus n'a cessé de questionner l'influence du numérique sur notre société. Nous avons parlé de santé digitale, d'agroalimentaire, de formation, de la place des femmes dans le numérique, d'inclusion sociale, de jeux vidéo et de réalité augmentée, entre autres. Homo Numericus a bien montré que le cadre franco-belge était propice au débat et nous espérons que ces réflexions trouveront des prolongements autour des sujets comme l'intelligence artificielle ou encore l'agritech. Le cadre franco-belge est également un cadre pertinent car à un mois de la présidence française de l'Union européenne, nous partageons une conviction commune. L'avenir économique, mais aussi social et politique de l'Europe dépendra du rapport qu'elle saura construire à l'innovation technologique. Le numérique est porteur de risques et de défis, mais aussi de grandes promesses. Nous devons être en pointe, tout en assurant l'égalité de tous face à ce nouveau paradigme et en s'assurant que personne ne reste à l'écart. Nous devons favoriser la liberté et l'innovation et l'initiative, mais aussi réguler ces nouveaux espaces sans naïveté pour préserver notre sécurité, notre vie privée, notre souveraineté et nos démocraties. En un mot, nous devons assurer dans ce domaine l'autonomie stratégique de l'Europe. Et c'est notamment pour aborder ces sujets très politiques que je cède maintenant la parole à M. Nathanael Ackerman, à qui je laisse le soin de présenter plus avant nos deux invités d'honneur. Merci beaucoup. Donc, cette conférence clôture le cycle Homo Numericus, comme ça a été dit, par un débat inédit entre notre secrétaire d'État à la digitalisation et l'ambassadeur du numérique français. Alors que l'Union européenne entre dans la décennie numérique, l'autonomie stratégique, la souveraineté sont les maîtres mots des nouvelles politiques nationales et européennes. Alors la Belgique et la France, ici, en prélude à la présidence française de l'Union européenne et avec toute la stratégie qui est mise en œuvre par notre secrétaire d'État, c'est une opportunité pour échanger sur ces priorités, pour garantir la sécurité nationale, voire internationale, contribuer à la gouvernance d'Internet, promouvoir nos valeurs démocratiques, encourager le développement aussi des futurs champions européens du numérique.
Alors, monsieur le secrétaire d'État, Mathieu Michel, vous êtes secrétaire d'État à la digitalisation, en charge de la protection de la vie privée, de la simplification administrative, de la régie des bâtiments aussi, où il y a des opportunités qui sont créées par ça, et adjoint au Premier ministre. Vous avez toujours œuvré pour la digitalisation de l'ensemble du territoire dont vous étiez responsable, notamment dans le Brabant wallon, en faisant des 27 communes que vous gériez de véritables smart cities. C'est aussi la volonté de digitaliser les établissements scolaires qui a fait que finalement on a trouvé tous les établissements provinciaux dotés du matériel informatique dont ils avaient besoin. Plusieurs priorités, l'intelligence artificielle en est une, et en particulier dans les domaines de la santé et de l'énergie. Un de vos axes principaux, c'est aussi de démystifier l'utilisation des nouvelles technologies et de plaider pour intégrer la transparence comme une composante essentielle de l'innovation technologique. Responsable de la vie privée, vous avez aussi initié le processus d'actualisation de la loi de la protection de la vie privée, et votre ambition est de renforcer la protection de nos données dans la lutte contre les contenus nocifs. Avec les Digital Minds, vous définissez la roadmap pour que la Belgique devienne une Smart Nation. Alors, merci d'être présent. Henri Verdier, vous êtes l'ambassadeur du numérique depuis 2018, mais par ailleurs, vous aviez été élève à l'École normale supérieure, vous avez occupé beaucoup de fonctions, notamment dans le secteur privé. Vous étiez le fondateur de la société Odile Jacobs Multimédia. Vous êtes aussi le membre fondateur du pôle de compétitivité Cap Digital, et donc plus récemment en responsabilité chez Etalab, chargé de l'ouverture des données publiques sous l'autorité du Premier ministre, mais aussi directeur de la DINSIC, où vous avez notamment lancé les initiatives de start-up d'État, dont vous aurez sans doute l'occasion de nous parler. Alors, je vous invite à me rejoindre et je vais introduire notre débat. Alors, on a 45 minutes de débat. Bien sûr, l'important, c'est que le dialogue s'installe entre vous. On a proposé 4 axes, je dirais, pour ce débat. Le premier, c'est la souveraineté numérique européenne et les questions d'autonomie stratégique. Le deuxième, c'est l'aspect régulatoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en Europe et dans quelle mesure les initiatives européennes peuvent aussi être... On a un troisième micro ? C'est moi qui l'ai, en fait. Voilà. Donc, deuxième aspect, vraiment l'aspect régulatoire, sur ce qui reste à faire, mais aussi de quelle manière on peut influencer à travers le monde. On sait pour le GDPR que c'est le cas, quelles sont nos valeurs communes, l'importance de la transparence des données, etc. Troisième point, comment renforcer le leadership technologique de l'Union européenne, comment renforcer nos compétences, comment renforcer les financements et le soutien au scale-up, et finalement des questions, je dirais, sur la diplomatie numérique européenne, où en est-on, qu'est-ce qu'on peut faire, et peut-être justement le partage des priorités de la Smart Nation à l'aurore, je dirais, de la présidence française de l'Union européenne. Alors je vais tout de suite lancer le débat en posant une question à Monsieur le ministre. Donc, en termes d'autonomie stratégique, qu'en est-il de l'autonomie stratégique, de la souveraineté numérique européenne, et quelles sont, selon vous, les priorités ? Bien, merci beaucoup. Avant toute chose, vous saluez chacune et chacun et vous remercier pour votre présence. Remercier aussi évidemment l'ensemble des équipes, que ce soit de l'ambassade de France, que ce soit de Boza, Nathanel et d'autres, qui sont impliqués vraiment pour faire de ce mois de conférence un vrai succès et qui, quelque part, est déjà un bel exemple de ce que c'est que de travailler ensemble à une autonomie stratégique. Simplement se poser des questions, c'est déjà le début de quelque chose. Et quelque part, merci Nathanel de parler de cet esprit Smart Nation, parce que quelque part, c'est ça. C'est avoir un état d'esprit qui soit un état d'esprit conquérant, ambitieux, inclusif, convergent. C'est les 3 piliers en fait de Smart Nation qui, à ma lecture, peuvent nous aider à construire une vraie souveraineté digitale européenne, pas uniquement belge, pas uniquement française, mais une souveraineté digitale qui contribue vraiment à cette autonomie stratégique. On se rend compte aujourd'hui vraiment que
l'ensemble des enjeux des sociétés d'aujourd'hui, qui sont vraiment devenues des sociétés digitales. L'homo numericus du titre ici de conférence lui va vraiment bien, puisqu'effectivement, aujourd'hui, le digital, il est totalement implémenté partout, pour toutes les générations, qu'on soit digitalisé ou pas d'ailleurs. On se rend compte que cet enjeu-là, gestion de la donnée, gestion des algorithmes, les nouvelles innovations technologiques, que ce soit des GAFA ou bien que ce soit des objets connectés, tout ça est totalement interpénétré dans notre vie de tous les jours. Et donc, être confronté à l'idée que ce monde digital qui interconnecte les individus, les idées, les projets, est en fait dans les mains de centres de décision qui ne sont pas forcément au cœur du projet européen, ou bien qui ne sont pas forcément au cœur des valeurs qui définissent le territoire européen, eh bien, c'est un élément d'attention. C'est un élément d'attention. Et donc, aujourd'hui, nous devons être en capacité, nous, Européens, pas uniquement nous, Belges, nous, Français, nous, Allemands, mais nous, Européens, de contribuer ensemble à la construction d'un espace dans lequel le centre de décision sur un certain nombre d'enjeux qui sont stratégiques, la connectivité c'en est un, l'utilisation des serveurs de données c'en est un autre, la maîtrise des algorithmes de l'intelligence artificielle, c'est aussi d'autres types d'exemples qui sont très pertinents, et bien que ces centres de réflexion et de décision puissent être en adéquation avec les valeurs européennes. Et donc, pour moi, ça, c'est clairement la construction d'une autonomie stratégique qui, on s'en est bien rendu compte, a montré ces éléments de fragilité ces derniers mois, ces dernières années, quand il s'est agi d'être confronté à l'épidémie de la Covid-19. Et donc, voilà, très rapidement exprimer ce qu'est, pour moi, cette volonté de contribuer, en fait, partout où on peut, à cette autonomie stratégique. Très bien, alors je vais rebondir là-dessus, et peut-être aussi pour le public qui nous suit et qui n'est pas nécessairement expert, Henri Verdier, la souveraineté numérique européenne, qu'est-ce qu'on entend par là? Quels sont les piliers et quelles sont les priorités? Bon, d'abord, je voudrais vous remercier à mon tour de cette invitation. Ça fait plaisir de venir à Bruxelles, pas seulement à Trentor, capitale de l'Empire, dans des grands bâtiments en verre et en acier, mais aussi dans le vrai Bruxelles. Et demain, je vais rencontrer des startups, de la recherche. On va se revoir et ça fait plaisir de voir aussi l'écosystème. Vous aurez du mal à nous opposer, donc on va essayer de... Le débat ne sera pas une confrontation. Mais sur cette question de la souveraineté numérique européenne et de son autonomie stratégique, d'abord, je peux vous assurer que ce sera une grande priorité signée par notre ministre des Affaires étrangères de la présidence française de l'Union européenne. On fera d'ailleurs une grande conférence de 2 jours avec les 27 ministres des Affaires étrangères et les 27 ministres de l'économie et des finances en début de présidence. Et c'est un combat qu'il faut, effectivement, c'est un gant qu'il faut relever. Mais peut-être pour décaler légèrement le débat, je voudrais vraiment dire d'abord, arrêtons d'avoir des complexes. Moi, je vois de plus en plus la situation comme plus une dialectique ouverture-fermeture. Et je me rappelle que l'Europe est pratiquement le continent qui a forgé l'Internet dans lequel nous vivons. Les protocoles profonds, TCP/IP, ils résultent de travaux à l'INRIA de Louis Pouzin. Le web, ça a été inventé en Europe par un Anglais au CERN à Genève. Mais comme on est un peu chauvin, on dit que son bâtiment était en France, en fait. Un Belge aussi. La DSL, c'est inventé en Europe. Linux, c'est inventé en Europe. Le Bluetooth, c'est inventé en Europe. En fait, les grands standards et les grands formats d'Internet, ils sont nés ici. Et effectivement, on ne va pas se leurrer. Il y a des entreprises qui pèsent 2000 milliards de dollars qui nous rognent un peu notre capacité de manœuvre. Je ne vais pas dire le contraire. C'est la Silicon Valley qui a inventé les big tech. Mais l'Internet, on l'a fait ici sur des principes d'ouverture, de standards ouverts, de partage, de coopération. Et puis, effectivement, on s'est fait secouer, d'un côté, par des gens qui ont capté une partie de ce bien commun qui s'est beaucoup inventé en Europe, parce qu'il y avait une économie numérique, des VC, il y avait un certain nombre de choses. Et d'un autre côté, maintenant, par une Chine qui a joué un protectionnisme brillant, il faut le reconnaître, mais en mêlant de la copie, de la fermeture des frontières, un marché intérieur, des financements d'État. Et donc, il faut juste dire, ça ne nous va pas. Nous, on a porté haut cet Internet et on va continuer à le porter. Il y a des dérives, on ne va pas les accepter. Et puis, on va continuer à innover, à investir, etc. Et effectivement, tout ça se résume, je ne vais pas être trop long, mais
par ce concept de souveraineté numérique européenne. Alors, ce qui est un vrai plaisir, les Français sont très attachés au mot souveraineté en général, au mot souveraineté numérique en particulier. Il y a encore 3 ans, quand on disait souveraineté numérique européenne à Bruxelles, on disait 2 gros mots en trois mots. Parce que les gens ne comprenaient ni souveraineté numérique, ils pensaient qu'on voulait contrôler Internet, alors qu'on dit juste qu'on veut être libre dans Internet. Et ils n'aimaient pas trop non plus souveraineté européenne, parce qu'ils le voyaient fatalement comme un abandon de souveraineté au profit de l'Europe. Et en fait, je pense que les idées ont changé incroyablement vite, qu'effectivement la crise du Covid, avec les points de vulnérabilité qu'on a repérés, a joué un rôle, mais ça avait commencé un peu avant. Et effectivement, il faut que l'Europe d'abord et le monde ensuite comprennent qu'on réclame juste notre liberté de démocratie, de prendre les décisions qui nous concernent. Donc si on veut protéger la vie privée en Europe, on doit en être capable. Si on veut avoir des politiques culturelles, on doit en être capable. Si on veut construire nos États sur des infrastructures qui ne peuvent pas être débranchées à distance par un autre pays, on doit en être capable. Si on ne veut pas être espionné quand on appelle l'ambassadeur de France en Belgique, on doit en être capable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ce n'est pas forcément une posture de rivalité, ce n'est pas forcément une posture d'hégémonie stratégique. Et pour aller un tout petit peu plus loin, et repasser le micro tout de suite, justement, les grandes thématiques qu'on va essayer de proposer dans ce grand colloque sur la souveraineté numérique européenne, ça va peut-être décaler légèrement les débats sur la souveraineté. Parce qu'on va commencer par dire, au début, il y a la sécurité. Vous savez, en fait, traditionnellement, ces sujets, ils ont beaucoup été élaborés dans les endroits où on parle de libre-échange. Donc on s'est demandé si la souveraineté, c'était du protectionnisme ou des barrières douanières. Non, nous on dit d'abord c'est la sécurité. Si n'importe qui vous espionne ou n'importe qui vous débranche, vous n'êtes pas souverain. Et donc là, en Europe, on a des agences nationales de cybersécurité qui ne sont pas trop mauvaises. On a encore des progrès à faire dans l'intégration européenne et dans la coopération entre nous. Et on essaiera de dynamiser un peu ça. Je crois qu'on est filmé et je crois que le programme officiel de la présidence française, il n'est pas encore public. Donc je ne vous raconte pas tout sur les exercices cyber que nous ferons entre Européens sous présidence française. Le deuxième sujet, ça on l'a compris je crois, c'est que, je veux insister, c'est dans le numérique, il faut être puissance de création. En fait, c'est quand même une économie de standards de fait, c'est quand même une économie d'hypercroissance. J'entends parfois ce qui était une méchanceté américaine, mais certains en font un slogan européen. Il y a des gens qui disent les Américains inventent, les Chinois copient, les Européens régulent. Et certains se disent que ce sera ça notre position. Alors d'abord, c'est pas vrai, puisque je viens de vous le rappeler, souvent c'est nous qui inventons, et c'est les Américains qui copient. Ensuite, c'est pas vrai, parce que dans le numérique, quelqu'un qui s'opposerait juste en régulateur n'existe pas. Donc si vous n'êtes pas force de création, force de proposition, si vous n'avez pas des startups, des licornes, et moi j'ai envie d'ajouter de la recherche, des intellectuels, des artistes, des gens qui donnent envie de vous suivre, en fait, des gens qui intéressent. Vous n'êtes rien. Mais ça, je dois dire que l'Europe l'a compris, je crois. Et on a mis le paquet dans nos pays avec la Commission. Et d'ailleurs, on a des résultats. On a enfin, nous aussi, des entreprises de très forte croissance, etc. Le troisième, il y a 4 sujets, rassurez-vous, je vais être court. Le troisième, c'est, oui, on peut jouer une stratégie de régulation internationale. On l'a compris, peut-être à notre propre surprise, avec le RGPD. Aujourd'hui, il y a pas loin de 90 pays au monde qui ont une sorte de RGPD. Nombre d'entre eux négocient des accords d'adéquation avec l'Europe. Pour tout vous dire, allez, je partage ça avec vous. Même la Californie nous a approchés discrètement pour savoir si, en tant qu'État de Californie, ils pouvaient avoir un accord d'adéquation avec l'Europe. C'est bien. Et on prépare en ce moment des textes que je crois majeurs, comme le DMA et le DSA. Et je pense qu'ils ont aussi un potentiel de faire école. Et que c'est un bon moyen d'exister. Et même les plus anti-régulation des Américains reconnaissent qu'il y a ici une qualité du débat public, une qualité de pensée de la régulation et un intérêt de nos textes qui sont immenses. Et enfin, et je ne voudrais vraiment pas rendre le micro sans dire ça, je serai moins long pour les questions suivantes. Évidemment, dans le numérique, tous ceux qui en ont fait 5 minutes savent que le vrai patron, c'est celui qui détient les ressources qu'on utilise. Donc ça peut être les semi-conducteurs, ça peut être les terres rares, ça peut être les câbles, ça peut être les clouds, ça peut être les data. Et donc évidemment, et ça aussi on l'a compris, toute politique industrielle vers l'informatique quantique, vers la 5G, la 6G, la virtual RAN est bonne à prendre. Plus on aura d'industrie en Europe, plus on sera autonome.
Mais j'ai envie d'ajouter qu'on n'est pas obligé de jouer, nous aussi, de jouer la contre-hégémonie stratégique. Et que l'histoire du numérique, c'est aussi l'histoire de communs, j'y ai fait allusion, Linux, Apache, MySQL, le web lui-même, l'Internet lui-même au début, et que l'Europe, et ça on va tenter de le pousser dans les 6 mois qui viennent, se grandirait à dire, en fait, on veut asseoir notre souveraineté, chaque fois que possible, sur des ressources que nous produirons et partagerons en commun, sur des communs numériques. Et si on a, et, quitte à les financer, quitte à venir au secours de, quand ils en ont besoin, et s'ils le demandent, d'OpenStreetMap, de Linux, de Wikipédia. Et si on arrive à porter ce projet, non seulement on gagnera des points d'autonomie assez vite. Quand j'étais le DSI de l'État, je disais aux administrations, vous ne mettez pas sur Google Maps, mettez-vous sur OpenStreetMap. Quand Google a multiplié ses tarifs par 100 en juillet 2018, ceux qui ne m'avaient pas cru, ils ont fermé leur service parce qu'ils ne pouvaient pas augmenter leur budget par 100 en un mois, quoi. C'est juste ça l'autonomie stratégique, c'est de ne pas dépendre d'aléas pris par des gens qui ne vous ont jamais vu, qui ne savent même pas que vous existez parce qu'ils ont changé leur politique technique ou commerciale. Mais surtout, nous pourrions prouver au monde que l'autonomie stratégique, ce n'est pas forcément rival. Et que je peux être plus libre, et vous aussi, et les Allemands aussi, et pourquoi pas l'Afrique. Et que plus on partage nos outils de e-government, monsieur le ministre, c'est aussi une de vos préoccupations, plus on partage les ressources sur lesquelles on construit, plus on est chacun libre. Et je crois que l'Europe pourrait aussi être le continent qui propose une autre vision de l'autonomie, une vision coopérative et non rivale. Oui. Pour vous confirmer qu'on risque d'être souvent d'accord, en fait, manifestement. Et moi, je partage tout à fait cette idée que l'autonomie stratégique n'est pas du tout dans une logique d'opposition. Elle est plutôt dans une logique d'affirmation de ce qu'on est en tant qu'identité, dans le soutien aux talents qui sont les nôtres. Je pense vraiment que l'importance de l'identité qui est la nôtre, nos valeurs, notre culture, est quelque chose qui est essentiel. Je pense que c'est quelque chose qu'on a parfois abandonné dans le monde culturel. Je trouve ça très intéressant que Thomas soit l'attaché culturel et qu'il se connecte au digital, c'est quelque chose de fondamental. Je voudrais vraiment insister sur un élément que j'identifie. Moi, c'est effectivement, vous l'avez dit, en termes de recherche, un bon nombre d'innovations sont nées sur le territoire européen et sont exploitées par d'autres. Et donc, cette notion d'être autonome stratégiquement, notre capacité à identifier les transferts technologiques et les appliquer le plus rapidement possible, quelque chose qui me semble être vraiment essentiel. Et alors, revenir sur cette idée, effectivement, de faire les choses autrement et aussi bien, voire mieux, ça me suggère une des très belles licornes qu'on a, nous, en Belgique, qui est Odoo, qui a basé, en fait, donc c'est un ERP, en fait, qui a basé tout son fonctionnement sur de l'open. Et donc, ça démontre à quel point, effectivement, on peut imaginer des modèles innovants qui correspondent à des valeurs qui sont les nôtres au niveau européen et en même temps construire l'autonomie stratégique. Donc, voilà, je ne fais qu'appuyer ce qui a été dit. Je vous remercie de cette belle expression. Alors, avant de passer à la question suivante, qu'est-ce que vous pensez, effectivement, vous venez de l'évoquer, le renforcement massif des compétences, la création de capacités de contrôle sont évidemment des axes importants. Mais ma question serait plutôt aussi sur le rôle de l'administration et le rôle de l'État, finalement, dans le développement de cet écosystème. Comment trouver le juste équilibre ? Monsieur le ministre, le rôle de l'État, c'est pour moi. Non, mais déjà, je vais commencer par une conviction que j'ai chevillée au corps depuis longtemps, c'est que la première raison pour laquelle l'État doit se moderniser et embrasser la révolution numérique, c'est pour devenir compatible avec c'est pour comprendre de quoi il se parle. L'État, dans nos pays, dans nos vieux pays qui ont de vieux États, ils donnent un peu le là aussi. Donc, j'aime pas trop les récits. Il le faut aussi. Hein. Ils ont même leur intérêt sur l'efficience de l'action publique. Dire on peut faire plus vite, moins cher. Il faut le faire. On a même un devoir vis-à-vis du contribuable de ne pas gaspiller son argent. Mais quand l'État comprend de quoi il s'agit, s'il y a des fonctionnaires qui savent ce que c'est un commun numérique, un logiciel libre, qui savent un peu coder, si on arrive à diversifier nos équipes en faisant venir des innovateurs, en encourageant nos intrapreneurs, on se retrouve plus en harmonie aussi avec la révolution qui se passe. Et après, de ce fait, on prend des meilleures régulations, on aide adéquatement les entreprises. Tu as fait allusion au fait que j'ai créé un pôle de compétitivité.
C'était une belle aventure, ça continue, ça existe, Cap Digital, mais à un moment, je me suis dit, il ne faudrait pas non plus que le signal qu'on donne aux startups, c'est qu'ils doivent faire plaisir aux financeurs publics. Parce que la compétition internationale, c'est pas ça, en fait. C'est pas de faire plaisir à Henri Verdier ou à un fonctionnaire qui donne des budgets. C'est de gagner une bataille contre des gens très durs. Donc voilà, j'ai envie de dire, le premier rôle de l'État, c'est d'embrasser la révolution numérique. Le reste suivra, quoi. Je sais pas si... Oui, alors je ne sais pas comment circonscrire ma réponse en moins de 35 minutes, Nathanaël, donc je vais essayer. Votre réponse résonne dans ma tête par rapport à la maturité digitale qu'on doit avoir en tant que gestionnaire. Mais ce n'est pas que la maturité digitale à rencontrer dans les administrations, c'est aussi dans les parlements, dans les centres de décision. Je pense qu'effectivement, la fracture digitale, elle est un peu partout, en fait. Or, prendre des bonnes décisions nécessite d'être correctement éclairé et de percevoir les enjeux. Quand on parle vous évoquez les communs numériques, quand on parle de blockchain, de crypto ou autre, il s'agit de bien comprendre les enjeux qu'il y a derrière pour prendre des bonnes décisions. C'est clair que la façon dont moi j'aborde ici en Belgique le rôle de l'État, c'est clairement de ne pas faire le rôle du privé, premier élément. L'État n'est pas une société. Et de développer en fait à partir du step initial un état d'esprit. Pour moi, la digitalisation, c'est un état d'esprit. Et tel que je le présente, effectivement, c'est un état d'esprit, c'est ce qu'on appelle Smart Nation, qui est plutôt un cri de ralliement qu'autre chose, mais que dire, voilà, pour développer un État qui se digitalise, on doit se reposer sur 3 axes qui sont fondamentaux. C'est être ambitieux. Il faut effectivement avoir confiance dans ce qu'on produit, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on génère. Il faut être inclusif, c'est considérer que la digitalisation, elle est pour tout le monde. Et on doit être convergent, c'est-à-dire qu'on doit vraiment travailler ensemble sur les fondamentaux. Après, dans les métiers en tant que tels de l'État, l'État a un rôle de stimulateur, c'est-à-dire stimuler effectivement la formation, stimuler les startups à se lancer, c'est-à-dire stimuler par des mécanismes fiscaux attractifs, des soutiens à l'investissement. Ça, c'est un élément qui est essentiel. Donc, pas jouer le rôle d'eux, mais vraiment aller créer un contexte favorable à l'émergence d'un esprit créatif, mais surtout de la concrétisation d'un projet économique. Ça, c'est vraiment le rôle de stimulateur. Mais alors, dans ce fonctionnement d'un État qui se digitalise, l'État a un rôle en tant qu'acteur dans les processus qu'il construit dans sa relation avec le citoyen, la façon dont il gère les données, la façon dont il simplifie la vie. Donc l'État lui-même doit montrer l'exemple dans sa digitalisation. Et c'est clair que, soyons très lucides, singulièrement dans un pays comme le nôtre en Belgique, la fragmentation du paysage institutionnel des différents niveaux de gouvernance est quelque chose qui est plutôt un frein à une digitalisation efficace. Puisqu'effectivement, quand vous prenez des procédures de permis de bâtir ou bien des procédures d'obtention d'un permis de conduire ou autre, ce sont des institutions différentes qui doivent gérer des données qui ne sont pas forcément gérées dans les mêmes bases de données. Et c'est vrai que sur ce genre de schéma, on se rend compte que notre maturité digitale, elle est encore à construire. Je vais le dire gentiment de cette façon-là. Mais dans l'ambition qu'on se donne de jouer un rôle plein et entier dans la construction d'une vraie autonomie stratégique européenne, la maturité passe aussi, en premier lieu, par nous-mêmes, en tant qu'État. Donc que ce soit au Parlement, il faut dire que j'ai parfois des commissions étonnantes, soit au Parlement ou bien que ce sont les équipes, cette volonté d'upgrader vraiment les compétences en matière de digitalisation et cette lucidité, elle est vraiment au cœur de la réflexion. Je vois notre nouveau directeur général de la transformation digitale qui est dans la salle. On a eu beaucoup de discussions par rapport à ça, avec Jack Amand qui est là, qui peut faire coucou. Et effectivement, retravailler les compétences, l'organigramme, voir comment on se muscle sur un vrai positionnement stratégique pour stimuler tout un territoire, c'est un enjeu qui est aussi stratégique. Ouais. Enfin, j'ai fait assez de transformation numérique de l'État pour savoir qu'on ne fait pas migrer les gens à coups de bâton. On ne leur dit pas, tu débranchez votre système, prenez-en un autre. Ça ne marche jamais comme ça. Mais quand même, en Europe, on est 27. Je pense qu'on fait 27 identités numériques, 27 systèmes de paiement en ligne. Et franchement, le rêve de l'Europe, ça devrait être de se partager des briques open source, un peu modulaires pour qu'on puisse ensuite les recompiler en fonction des besoins de son propre pays et puis de les exporter.
Alors, excuse-moi, c'est parti, on y est. T'inquiète pas, tu peux être rasseoir, on va s'occuper à deux. Non, alors, tout à fait, effectivement, mais quand vous prenez un projet comme le Single Digital Gateway, pour moi, c'est justement l'opportunité de travailler ensemble sur les standards. Quand on prend, on travaille très fort aujourd'hui sur le développement, encore une réunion hier, sur le portefeuille digital belge, qui s'appuie sur des standards e-wallet européens. Donc, je pense que petit à petit, ce travail-là, il doit se faire. Aujourd'hui, effectivement, une grosse partie de l'attention, elle est portée sur le DSA, le DMA, le AI Act, ce genre de choses. Mais en parallèle de ça, notre attention, elle se porte vraiment sur l'idée de construire une couche d'interopérabilité qui soit effectivement européenne. Vraiment qui est essentielle. Donc les équipes travaillent vraiment sur ce schéma-là. Et effectivement, quand on parle, et on va peut-être y arriver tout à l'heure lorsqu'on va aborder les normes européennes, c'est vraiment ça que ça construit. C'est l'idée de pouvoir se parler quelque part dans la même langue digitale pour renforcer notre économie stratégique, c'est aussi ça. J'ai appris il n'y a pas longtemps que ce petit système merveilleux qu'on a tous dans nos téléphones, c'est la DG Connect qui l'a fait en open source et qui a 75 pays qui s'en servent. Et donc, par défaut, aujourd'hui, on est interopérable entre 75 pays, juste parce qu'on a donné la brique et que les gens apprenaient s'ils voulaient ou pas. On n'a pas tenté de faire rentrer des ronds dans des carrés. On a dit, ça marche, si vous voulez, prenez-le. Je vous avoue que quand on gère l'interopérabilité d'un pays comme la Belgique, comme on a pas mal d'opérateurs de gouvernance différentes, on a intérêt à travailler sur des building blocks qui sont compatibles. Et c'est vraiment l'ensemble de ce qu'on fait par rapport à nos intégrateurs services. C'est un vrai challenge. Ah, peut-être, je sais que tu vas nous relancer sur autre chose. Non, mais c'est bon. parce que maintenant, on va parler justement de rayonnement de l'Europe. Voilà, et peut-être de la régulation. Oui. Voilà. Wow. Bon, d'accord. Non, moi, une de mes plus grandes joies d'ancien DSI de l'État, c'est quand j'ai découvert que... Donc nous, on avait fait France Connect en France, c'est un système, alors, qui était d'ailleurs une brique de souveraineté aussi. Moi, j'ai imaginé France Connect quand j'ai vu qu'en Angleterre, on se loguait à des services publics avec Facebook Connect. Et que donc, M. Zuckerberg savait qui était venu demander une pension alimentaire, qui était venu payer ses impôts, qui avait oublié de payer ses impôts. Donc, j'étais un peu effrayé quand même. Donc, on a fait un truc pour se dispenser de Facebook Connect, c'est France Connect. La CNIL, je dois l'avouer, nous a battu comme plâtre pendant plus de 2 ans pour qu'on respecte le RGPD dans toutes ses dimensions. Et puis, grâce à l'Agence française de développement, 3 anciens de mon équipe ont fait une mission d'1 an. Et aujourd'hui, au Vietnam, il y a Vietnam Connect. Donc d'abord, c'est pas si cher d'équiper entièrement un pays d'une identité numérique avec 3 consultants pendant 6 mois. Hein, c'est de l'argent bien dépensé. Et deuxièmement, les Vietnamiens, ils ont pris le RGPD dans les rapports entre l'État et le citoyen sans même le savoir, parce qu'ils ont pris une identité numérique construite by design pour respecter la vie privée. Par exemple, toutes les traces d'utilisation s'effacent au bout de 2 mois. Enfin, il y a un ensemble de sécurité dans le code. Et je voulais juste dire ça. Nous, Européens, si on continue à aller faire du prêchi-prêcha de droits de l'homme, les gens ne nous écoutent plus trop, malheureusement. Mais si on donne du code qui marche, on peut réexporter de nos valeurs en exportant le code. Donc tu vois, ça valait la peine d'en parler. C'était magnifique. Donc ici, revenons-en, parce que ça vient d'être évoqué, justement sur la régulation aussi. Quel est le rayonnement qu'on peut avoir, surtout l'effort de régulation qu'on fait, et porter nos valeurs. Donc on pourrait exporter du code, mais on a aussi une expertise, effectivement, dans la mise en place des lois. Et je sais, monsieur le secrétaire d'État, vous êtes particulièrement attaché aux questions de transparence des données, transparence des algorithmes. Donc, quel est le rôle que l'Europe peut jouer comme influence sur le monde extérieur dans sa capacité de régulation? Moi, je suis totalement heureux de vivre dans un espace politique où on sait se fixer des normes et des standards. Et quelque part, la force de l'Europe ces dernières années, ça a été ça, en fait. Ça a été de se fixer des normes. Ces normes, effectivement, peuvent, dans un premier temps, apparaître comme, oui, parfois contraignantes, comme des obstacles, en fait. Et en fait, systématiquement, quand l'Europe est intervenue pour réguler, normaliser, standardiser, finalement, elle a libéré des choses. Elle a libéré de la créativité, elle a protégé, elle a construit de la confiance. Et c'est dans un cadre, effectivement, de confiance qui est cohérent avec des valeurs, on citait tout à l'heure les valeurs des Lumières, par exemple, qu'on peut davantage construire de l'innovation et de la technologie. Je perçois, moi, singulièrement,
je vais pas analyser ce qui se passait en France par rapport à ça, mais singulièrement en Belgique, on se rend compte que la crise du Covid a enfoncé un certain nombre de coins dans la confiance du citoyen sur qu'est-ce qu'on fait avec mes données, comment est-ce que j'y ai accès, qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. Et quelque part, moi, je peux constater que lorsque je suis confronté à des personnes qui sont dans le doute, eh bien, elles sont peut-être plus réfractaires à embrasser la technologie et l'innovation. Et ça, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, peut être source de beaucoup de problèmes. Et donc, la régulation européenne, dans ce sens, est un outil qui, pour moi, est fondamental pour construire cette confiance. Et c'est cette confiance qui construit après les capacités pour nos entreprises d'être plus créatives, plus innovantes, et construire des projets qui peuvent mener à ces souverainetés européennes. Quelque chose qui est essentiel. Quand on parle, par exemple, de France Connect, nous, en Belgique, on travaille avec un arrêté royal, on a un opérateur qui s'appelle Xme, qui est privé, mais donc on travaille vraiment sur ce même genre d'outils. Mais il est évident... Il est sur GitHub. Effectivement, mais on est en train, c'est une très bonne remarque, on est en train de développer un accès immédiat en mobile, donc je vais vérifier. Et donc, globalement, après, c'est marrant, comme en France, effectivement, on fait beaucoup de choses qui sont de très grande qualité, et constater que les échanges sont compliqués, c'est quelque chose qui me perturbe toujours. Et donc, on va parler probablement de diplomatie numérique. Je pense que c'est vraiment, on gagnerait en fait à davantage échanger sur les produits que vous avez développés, les produits que nous avons développés, et voir comment effectivement on peut se renforcer l'un l'autre. Et quelque part, je pense qu'on va aborder la question de savoir comment est-ce qu'on peut construire une vraie technologie, une souveraineté technologique, un leadership technologique européen. Mais c'est en faisant ça. C'est en mettant quelque part, en vidant ses poches sur la table et en disant, toi, tu es bon là-dessus, est-ce que tu me prêtes cette pièce? Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Et donc, par rapport à cette capacité à construire de la valeur ajoutée sur les produits que chacune et chacun on a, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est davantage communiquer ensemble, discuter ensemble et construire cette valeur. Sur cette régulation, je voudrais dire deux choses. La première, moi, j'ai commencé ma vie numérique, si je puis dire, comme d'autres qui sont dans la salle, mais que je ne dénoncerai pas, à défendre l'Internet libre et ouvert, la liberté d'expression, la gouvernance décentralisée, ouverte. Et maintenant, je suis un ardent défenseur de la régulation. Mais j'avais raison dans les deux cas. Je voudrais que tout le monde comprenne, parce que j'entends beaucoup d'erreurs quand même dans le débat public. En 1970, ils ont inventé un réseau décentralisé, ouvert, neutre, libre, qui a créé une vague d'innovation sans précédent dans l'histoire de l'humanité, de la croissance, de l'accès à la culture, de l'accès à l'éducation, qui a donné du pouvoir à agir à plus de monde. Et je peux vous raconter des trucs que j'ai vus en Afrique. C'est impressionnant, des pêcheurs quasiment analphabètes qui reviennent en pirogue, mais qui ont une tablette dans la pirogue et qui savent à quel crier ils vont aller vendre le poisson, parce qu'ils ont les prix et ils embarquent leur tablette. 1970. Et nous sommes nombreux, et notamment la plupart des Européens, à avoir défendu l'idée que cette gouvernance, elle devait rester très ouverte, très multi-acteurs, associer la société civile, associer les chercheurs, associer les États, bien sûr, et associer les entreprises. En 1990, Tim Berners-Lee invente le web. Le web, c'est l'Internet à la portée des non-informaticiens. Et ça permet de faire des pages web. Donc là, on a vu un paquet de problèmes, parce qu'on a vu des contenus délictueux, terroristes, pédopornographiques. Et on s'est posé plein de questions. Et on avait fini par trouver un consensus qui était que les hébergeurs d'Internet n'étaient pas responsables de filtrer les contenus, parce que c'était dangereux aussi, mais qu'ils avaient un devoir de diligence et que quand les autorités leur signalaient un contenu délictueux, ils devaient l'enlever au plus vite. En France, c'est adopté en 2004, avec la loi pour la confiance dans l'économie numérique. C'est amusant parce que 2004, c'est l'année où est créé Facebook. Et là, on a vu arriver des gens, Facebook, 2005, Dailymotion et YouTube, la même année, 2006, Twitter, qui nous ont dit « Ah ben moi aussi, je suis un hébergeur, donc il ne faut pas me réguler. J'enlèverai les trucs si vous me dites de les enlever. » Et on les a crus. Et on n'a pas vu que ces entreprises, c'est le contraire d'Internet. Ils sont centralisés quand Internet est décentralisé. Internet, c'est neutre. Eux, ils font ce qu'ils appellent de la curation. Ils sélectionnent avec des algos les contenus à tour de bras. Internet, c'est ouvert. Vous pouvez voir comment ça marche. Allez voir, demandez à Facebook de montrer son algorithme et venez me dire si vous l'avez. Internet, c'est libre. Je peux rajouter des trucs dessus. Facebook, je dois demander la permission.
Donc c'est le contraire. Et donc il n'y a absolument aucun paradoxe, je voulais d'abord poser ça, à dire qu'on défend l'Internet libre, ouvert, avec sa gouvernance partagée, et à dire que des entreprises qui se sont posées sur cet Internet, mais qui n'en sont pas, ce n'est pas un bout d'Internet. C'est exactement comme une maison dans une ville. Vous pouvez dire on a le droit de circuler comme on veut dans la rue, mais la maison, elle peut avoir une boîte de nuit qui ne laisse pas rentrer des gens. Et là, une loi privée. C'est exactement la même chose. C'est une boîte de nuit qui s'est mise dans la ville et qui a des règles qui sont le contraire de celles qui sont dans l'espace public. Donc, premièrement, vraiment, il ne faut pas rougir, y compris les plus ardents défenseurs des libertés numériques. Là, il y a des entreprises qui ont des politiques, qui sont d'ailleurs en fait des institutions politiques privées, et on a des comptes à leur demander, et ils ont des comptes à nous rendre. Donc ensuite, l'Europe est en fait l'incubateur de très grandes régulations. Alors il y en a tellement que si je les énumère, on va passer la fin de la matinée, de la soirée là-dessus. Mais je l'ai dit, il y a le RGPD, le DSA, c'est quand même brillantissime, le DSA. C'est impressionnant. Parce que vous voyez, face à la prolifération de la haine, des fake news... Tu peux rappeler ce dont il s'agit? Oui, donc, je réfléchis à combien je vais en citer, je ne vais pas les citer tous. Ouais. Mais le Digital Service Act, qui vient d'être transmis au Parlement la semaine dernière, c'est une manière de créer un cadre de régulation nouveau pour les réseaux sociaux. Et ce que j'allais dire, c'est que oui, on a un problème. Enfin, le 6 janvier, l'attaque du Capitole, c'est quand même un peu à cause des réseaux sociaux. Les gens sont enfermés dans des bulles de filtre, ils ne voient plus que des gens qui pensent comme eux, ils se radicalisent tous ensemble. Et je vous rappelle quand même que le plus impressionnant, le 6 janvier dernier, c'est pas seulement que quelques centaines de fous ont attaqué le Capitole, c'est qu'un tiers des Américains pensaient sincèrement que Trump avait gagné les élections et qu'elles avaient été volées par un complot et qu'on allait le dévoiler avec un ordinateur qui s'appelait le Kraken, parce qu'en fait, Trump, il avait marqué les bulletins de vote avec des isotopes radioactifs. Et il y avait aussi une complicité du Vatican. Et, enfin, ils croyaient ça, quoi. Et ça, c'est parce qu'évidemment, si vous êtes enfermé dans vos bulles de filtre, où on vous bombarde sans arrêt la même information et vous croisez que des gens comme vous, ça nous pose aussi des questions dans le contre-terrorisme. Vous savez, en fait, quand moi j'étais jeune, pour se radicaliser, il fallait quand même une adolescence. Et les services savaient suivre les gens qui commençaient à aller à des réunions bizarres, et puis qui achetaient des livres bizarres, et puis on les voyait se radicaliser. Là, on a des exemples de gamines qui se sont radicalisées en 6 semaines. C'est-à-dire, jour 1, c'est de bons petits élèves dans une école catholique de Versailles. Semaine 6, elles prennent un poignard, elles vont poignarder un flic en criant « Allah Akbar ». Ça, c'est à cause de cette structure de micro-monde et de bulles de filtre et de chambres d'écho, etc. Donc, on doit leur demander des comptes. Mais là, on a plusieurs erreurs possibles. L'une d'entre elles, c'est si l'État devient Big Brother et sélectionne lui-même les contenus. Ce n'est pas le modèle que l'Europe souhaite encourager. L'autre, c'est de faire trop confiance à ces entreprises. Là, j'ai eu le privilège, il y a 15 jours, de voir 2 fois Frances Haugen. Bon, elle ne m'a pas appris grand-chose, mais elle m'a prouvé tout ce que je soupçonnais. Honnêtement, on ne peut pas faire confiance à ces boîtes-là. Facebook sait très bien, par exemple, qu'ils ont 10% d'utilisateurs qui ont moins de 13 ans. Ils le savent parce qu'ils ont leurs images et parce qu'ils font du behavioral analyse, donc ils font rien. Facebook sait que la pub haineuse coûte 6 fois moins cher que la pub pas haineuse, conséquence de leur modèle de prix, parce que plus la pub est cliquée, moins elle coûte cher. Ils font rien. Enfin, et donc moi, je ne serais pas confiant. Et c'est pas parce que Facebook serait une boîte inquiétante. Facebook, c'est un exemple qui prouve qu'on ne peut pas dire, nous, puissance publique, État, je m'appuie les yeux fermés et j'espère qu'ils vont trouver une solution. Et face à ces différents pièges, l'Europe dit, je vais créer un cadre qui va obliger les boîtes à rendre des comptes de manière sérieuse. Donc chaque année, toutes ces entreprises devront publier une étude de risque, mais en face d'elle, on va construire des autorités indépendantes à fort pouvoir d'audit. Donc ils vont dire, non, je ne risque pas de faire un nouveau 6 janvier. On va dire, ah bon, ben, montre-moi tes algos, montre-moi les trucs que tu as modérés. Tu dis que tu as 40 000 modérateurs, mais quelqu'un m'a dit que 95% d'entre eux ne parlent que anglais. Donc je veux savoir la ventilation linguistique de tes modérateurs. Bon, et puis ils devront faire des plans de correction de leurs risques, et là aussi les soumettre à la même autorité indépendante. Et ce qui est important avec ça, c'est qu'on espère faire ce qu'on a fait avec les banques pendant 30 ans, c'est-à-dire entrer dans un dialogue très exigeant et en demander chaque année un peu plus, mais les laisser aussi répondre, parce que je vais juste terminer avec ça.
Ça ne peut pas être un fonctionnaire, même un ambassadeur pour le numérique, qui invente les réponses. Je ne peux pas coder le nouvel algo de Facebook. Donc il faut les obliger à inventer les solutions. Mais fermement, dans un dialogue où on ne trust pas, on vérifie, on sait de quoi on parle, on nous apporte des preuves. Et ben c'est l'Europe qui a forgé cette approche-là, qui s'est dit, je vais arrêter de raisonner comme pour la télé, je vais raisonner comme pour les banques. Et ça fera école. Je suis certain que ça fera tache d'huile. Donc ça, c'est une régulation dont je suis hyper fier. Donc je ne vous parle ni du DSA, ni de l'AI Act, ni de la Data Governance Act, mais on en a encore en 6 ou 7, ni de ce qu'a annoncé, et ça je suis tellement content, la commissaire Jourova la semaine dernière, disant qu'on va enfin regarder en face la question de la publicité personnalisée, qui est quand même à la racine du mal. Donc oui, on est un continent qui est en train de porter des propositions super fortes, super bien vues, et je pense qu'elles feront école. Monsieur le secrétaire d'État, est-ce qu'il y a une régulation dont vous voulez parler ou on passe à la suite, c'est-à-dire ce que vous évoquiez, en fait, ces régulations peuvent aussi être un levier de création et d'innovation, mais c'est vrai que c'est pas comme ça que l'Europe est vue, et donc c'est quand même un peu polémique. Donc comment renforcer les capacités technologiques de l'Union européenne? Comment renforcer ce leadership? Alors moi, il y a une régulation qui m'interpelle très fort pour l'instant, qui concerne celle de l'intelligence artificielle. Je pense sincèrement que c'est quelque chose qui va jouer un rôle fondamental dans les prochaines années, parce qu'effectivement, on identifie bien à quel point l'IA, que ce soit dans les services publics ou que ce soit dans l'uptake des PME, va jouer un rôle qui est fondamental. Or, aujourd'hui, elle pose toute une série de questions. Et quelque part, moi, j'aime beaucoup la réflexion par rapport au DSA, parce que je pense que dans le DSA, la grosse force du DSA, c'est de construire de la transparence, c'est de construire cette lisibilité, le reporting effectivement des opérateurs qui permet en fait d'exprimer sa propre liberté. Dans l'intelligence artificielle, c'est ce dont on a besoin aussi, je pense. C'est vraiment cette capacité d'avoir une lisibilité, une compréhension de l'algorithme, son fonctionnement, pour construire derrière effectivement une vraie confiance en fait. Aujourd'hui, on sait que l'intelligence artificielle va pouvoir représenter pour nos économies une vraie capacité d'innovation, une vraie capacité de développement économique. Et donc, cette régulation, pour moi, elle est essentielle. Néanmoins, je suis très, très attentif à ce que cette régulation puisse ne pas sanctionner la technologie, mais puisse être en capacité de sanctionner davantage l'usage. Et donc, c'est là qu'effectivement, je pense que dans toute une série de régulations, moi, je suis toujours perplexe à avoir des régulations qui empêchent l'innovation. Je pense que l'innovation en tant que telle est un outil. Et donc, quand on développe des régulations, on doit davantage se focaliser sur l'usage. Et ça, c'est quelque chose qui me semble être essentiel. On doit être en capacité de construire des outils qui, pour chacune et chacun de nos concitoyens, lui permettent d'exprimer sa propre responsabilité dans l'usage qu'il en fait. Et c'est dans les excès que nous devons être davantage dans des logiques de régulation. Et c'est quand on fonctionne comme ça, à ma lecture, qu'on construit une vraie confiance qui permet ensuite de les libérer. Très court. Bon, en tant que telle, la régulation n'est pas l'ennemi de l'innovation et on pourrait même plaider le contraire. Parce qu'on a aussi... Par exemple, autant dire à nos startups qu'elles ne pourront pas faire n'importe quoi avec la vie privée des gens, puisque de toute façon, si on les laisse innover pendant 2 ans pour leur interdire à la fin, c'est pire. En revanche, quand même, vous avez raison, il peut y avoir de mauvaises régulations, mal ficelées. Alors, une erreur assez classique, c'est les gens qui collent trop à des technologies elles-mêmes et qui oublient que les technologies, elles changent tout le temps. Ceux qui veulent coder trop en dur, qui veulent mettre des seuils en dur dans le texte, alors que ça change tout le temps. Et puis, puisque j'y ai fait allusion, j'étais le DSI de l'État quand on a voté le RGPD, celles qui sont un peu lourdes à mettre en œuvre, parce que le problème du RGPD, c'est pas les principes, ils sont magnifiques. C'est qu'effectivement, la mise en œuvre du RGPD... Elle a été pensée par des fonctionnaires à l'ancienne, et donc elle est assez bureaucratique, avec des listes, des responsables. Et c'est dommage, parce qu'on... Par exemple, moi, je me fais taquiner par des Indiens brillantissimes, le programme iSprit à Delhi, qui me disent, vous n'avez jamais pensé à faire un consent management system pour qu'une fois que quelqu'un a donné son consentement, on puisse se le partager avec les autres, le consentement, et on ne soit pas obligé de leur demander à chaque fois. Je dis, ça a l'air pas mal, votre truc. Donc oui, il faut inventer des smart regulations et il faut qu'on progresse dans l'élaboration de textes qui épousent le flux de l'innovation.
C'est fondamental parce qu'effectivement, enfin, parfois dans la fonctionnalisation de certains règlements, on se rend compte effectivement que l'agilité n'y est pas. Sur le AI Act, par exemple, c'est un des éléments d'attention pour ce qui nous concerne, nous, au niveau de la Belgique, c'est de s'assurer que l'ensemble des opérateurs start-up qui sont des entreprises naissantes, mais peut-être les licornes de demain, doivent être effectivement en capacité de ne pas tomber dans une espèce de bureaucratisation totale de l'émission de rapports et ce genre de choses. Et donc, on doit être en capacité de protéger, mais de libérer cette innovation. Et donc, effectivement, la capacité de construire du leadership technologique passe par quoi? Par la recherche, les compétences forcément, mais fondamentalement, cette capacité pour les entreprises, pour les PME, pour les startups, de trouver un espace en fait où on leur facilite la vie. Et donc une régulation qui libère, mais une libération qui prend en considération aussi effectivement la réalité. Et je trouvais très intéressant la réflexion que vous aviez sur le fait de se projeter dans ce qu'est une start-up aujourd'hui. Une start-up, effectivement, elle commence dans un garage, dans une chambre, dans un côté étudiant, et pas forcément avec une armée d'avocats. Et donc, les régulations et la façon dont un État doit fonctionner pour accompagner cette leadership technologique, cette capacité à construire, en fait, à transformer d'une graine un baobab, c'est vraiment se projetant avec empathie dans ce que c'est que la construction d'une entreprise leader de demain, en ayant vraiment cette connexion qui, à ma lecture, est fondamentale, sur laquelle on doit vraiment insister, qui est cette capacité de fédérer d'une façon essentielle la recherche, les talents qu'on fournit effectivement aux écosystèmes, qu'ils soient de recherche ou d'entrepreneuriat, et alors cette entreprise. On doit être davantage dans un schéma en ligne directe, et là, je pense qu'on peut vraiment créer des projets extraordinaires. Si je peux faire 2 très courtes remarques là-dessus. D'abord, effectivement, je suis bien d'accord, j'en ai créé 3, moi, que les startups ne peuvent pas commencer par une armée d'avocats. Mais quand on voit ces régulations-là, on peut déjà se dire que ça veut dire qu'elles sont mal conçues. Parce que souvent, maintenant, l'Europe, ça, c'est un petit défaut qu'on a. On fait des textes, puis on dit, bon, mais on met un seuil, et en dessous de ce seuil, vous ne serez pas assujetti au texte, parce qu'il est trop lourd à mettre en œuvre. Moi, je pense on devrait faire plus d'efforts pour chercher la scalabilité vers le bas, quoi. Moi, ce qui me frappe, j'ai mentionné le fait que Facebook revendique 40 000 modérateurs pour filtrer les contenus, dont 95% ne parlent que anglais. Wikipédia, pendant 15 ans, ils avaient 8 personnes. Et ils ont modéré très bien. Mais ils ont modéré parce qu'ils ont conçu un système où la communauté elle-même modérait, et puis on modérait la modération par la communauté. Et finalement, les permanents, ils intervenaient que dans des cas rarissimes où les règles du jeu ne permettaient pas de trancher la controverse. Donc il y a des régulations malines, légères, non coûteuses, et puis il y a des trucs bourrins. Et puisque je dis tout aujourd'hui, bien que nous soyons filmés, personnellement, je pense depuis le début que si Facebook nous propose une régulation à un coût de dizaines de milliers de modérateurs, c'est parce qu'ils savent que certains ne pourront pas les suivre et que c'est un chemin coûteux qui handicapera leurs concurrents. C'est ce que je pense, je le dis publiquement. Juste la deuxième chose, c'est sur l'IA, parce que Nathalie aussi m'a dit quand même, je m'inquiète de certains textes. Je veux juste dire que ce n'est pas un exemple qu'on peut générer. Il y a un problème spécifique dans l'IA. Comme ça a des applications militaires, ça a convoqué l'imaginaire des technologies duales et de la non-prolifération. Donc en fait, pendant longtemps quand même, sur plein de technologies, on les a régulées en disant l'armée a la meilleure technologie possible, et puis on la passe à la société civile, sauf si c'est dangereux et que ça risque d'entraîner de la prolifération. Et on a appliqué cet imaginaire-là à l'IA, alors qu'en fait c'est l'inverse. Aujourd'hui, une armée peut faire des choses terribles avec des technologies qui viennent du jeu vidéo, ou avec des technologies qui sont gratuites et open source sur la toile. Ou un pays peut faire du contrôle social de masse et interdire l'accès aux aéroports à une certaine ethnie avec des technologies que même moi, je saurais trouver sur Internet et implémenter. Et donc, il y a un petit problème dans l'IA, c'est qu'on n'a pas digéré ce dual à l'envers, où des technologies banales permettent de faire des applications terribles. Et on continue à vouloir raisonner en contrôlant effectivement le développement des techs, alors qu'il va bien falloir trouver des moyens de contrôler les usages. Mais c'est juste le contraire de ce qu'on a fait pendant 50 ans sur la non-prolifération, en fait. Et on n'est pas prêt. Il nous manque on n'a pas assez médité ce cas de figure. C'est fondamental parce que la phrase qu'on expose très souvent au Parlement, c'est le fait de se dire qu'aujourd'hui, on est capable de tout faire. Et n'importe qui est capable de tout faire. On doit être en capacité, en fait, de ne pas laisser tout le monde tout faire. Et ça, c'est vraiment un enjeu essentiel.
où la limite, en fait, aujourd'hui, n'est plus technologique, elle est justement, et je trouve que c'est très intéressant d'ailleurs, elle est dans les valeurs, l'éthique, qui sont finalement les fondements du projet européen. Et ça, c'est quand même un élément qui est intéressant. Donc, ça nous donne peut-être aussi une certaine expérience en la matière. Alors, pour clôturer sur ce chapitre, je renvoie quand même la question, comment on fait de l'Europe le champion de l'innovation? Quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer? Une meilleure exploitation des données non personnelles, plus d'investissement. Moi, si je peux me permettre sur cet élément-là, je suis assez convaincu que partout en Europe, et ça a été dit tout à l'heure, je pense qu'on n'a pas à rougir des compétences qu'on a. Par contre, je crois qu'on doit être en capacité de mieux les exploiter, en fait, pour le bien commun. On a par exemple ici en Belgique un des plus grands laboratoires de recherche en semi-conducteurs qui produit une recherche, une innovation qui est juste complètement dingue. Et je pense qu'il est essentiel qu'à un moment donné, ce genre de compétences soit mise à disposition de l'ensemble du projet européen. On a des sociétés excessivement intéressantes en matière de gestion des données, de gouvernance des données. Quand je disais tout à l'heure, voilà, tout le monde fait des choses magnifiques. On doit quelque part mettre ses meilleures cartes sur la table et voir comment on se renforce mutuellement. Ça, c'est quelque chose qui me semble être fondamental. J'ai la lecture que quand on construit de l'innovation technologique, du leadership technologique, à une échelle comme la nôtre, on n'est pas dans des schémas concurrentiels. Et donc, 1 + 1 = 4, 5, 12. C'est ça qui est vraiment essentiel. Donc, en général, la plupart des collaborations qui se font, qui naissent en fait d'une façon beaucoup plus efficace en termes de leadership, en fait, c'est parce qu'on n'a pas considéré l'autre comme un concurrent, mais au contraire, comme un acteur qui allait renforcer son propre projet. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi, m'apparaît comme essentiel, c'est identifier vraiment les forces de chacun et les additionner sur des projets communs, sur des ambitions communes, quelque chose qui est essentiel. Mais ça se fait aussi, effectivement, quand on voit la technologie, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, une vraie capacité de fédérer la recherche, de produire une capacité de talent, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui portent des projets, et alors le transfert technologique dans des schémas qui sont peut-être plus rapides que ce qu'on a fait auparavant. Aujourd'hui, la question n'est pas de courir vite. La question, c'est aussi de courir plus vite que d'autres espaces du monde qui ont la technologie peut-être, ou bien qui n'est peut-être pas encore mûre aujourd'hui, ou bien qui vont peut-être la piquer. Voilà. Donc, une fois qu'on a la technologie, on l'implémente, et puis il s'agit d'aller plus vite que les autres. Oui, j'ajouterais peut-être juste... Bon, quand même, ça va un peu mieux. J'ai rappelé que moi, j'ai créé ma première entreprise Internet en 1995. À l'époque, France Télécom m'expliquait qu'Internet, ça ne marcherait jamais, que ça coûterait trop cher. Je me rappelle quand Nathalie Kosciusko-Morizet a dit vous savez qu'on crée plus d'emplois dans les startups que dans l'industrie ancienne. Les gens disent ah bon, tu crois? Donc il y a des choses qui vont mieux. Mais maintenant, il faut quand même en revanche, j'ai été optimiste toute la soirée, il faut quand même prendre la mesure des enjeux et faire feu de tout bois en se mettant au niveau de jeu que ça exige. Moi, j'étais très heureux et j'ai promu ça à l'international. La France a un plan très ambitieux sur l'IA où on met 1,5 milliard sur la table. C'est bien, parce que c'est de l'argent public qui va servir dans des stratégies publiques pour féconder de la recherche publique, tout ça. Mais Amazon, ils investissent 20 milliards par an sur l'IA, Alibaba aussi. Donc il faut savoir contre qui on se bat quand même. Il faut savoir contre quelle turpitude on se bat, qui nous espionne tout le temps. Il faut savoir quels coûts sont permis dans les relations internationales et avec les entreprises. Et quand je disais faire feu de tout bois, ben oui, il faut de la recherche publique, on en a de la bonne, mais on n'en aura jamais trop. Oui, il faut que ce soit facile d'entreprendre. Je crois qu'on s'est beaucoup amélioré là-dessus. Oui, il faut de l'argent pour croître. Alors là, moi, j'ai vu l'histoire. Franchement, en France, il y a 20 ans, il n'y avait que quelques business angels qui étaient des cadres sup en pré-retraite qui sadisaient de jeunes entrepreneurs en leur donnant des mauvais conseils. Maintenant, on sait faire les premiers tours, on sait faire les deuxièmes tours. Il n'y a toujours pas de bourse européenne quand même. Hein. Il n'y a pas de Nasdaq. Et donc, les vraies grandes boîtes, quand elles veulent faire une entrée en bourse, elles partent aux États-Unis. Et comme ils le savent, l'avant-dernier tour, il est fait aussi aux États-Unis. Donc là, on a un problème. Oui, il faut regarder dans les yeux les grands monopoles qui abusent de positions dominantes et il faut être capable de les briser si nécessaire. Et là, l'autre grand texte que moi je salue, c'est le Digital Market Act. Et là, on s'est aligné entre Européens, et c'est pas rien, sur l'idée qu'il fallait pouvoir prendre des mesures a priori, des mesures ex ante, en cas de risque de monopole qui écrase l'économie. Et je vous jure qu'il y a certains pays qui n'étaient pas d'accord au début avec cette idée, qui leur semblait quasiment communiste. Mais en fait, on s'est tous alignés, là, les 27, sur l'idée que... Bon. Il faut se protéger.
Voilà, en fait, en gros, je pense qu'on a la table des matières de la stratégie européenne, c'est la bonne. Maintenant, il faut savoir que c'est un monde très dur, très ambitieux. Vous savez, c'est assez simple, hein. La Chine, ils se disent qu'ils étaient en fait les leaders mondiaux de l'innovation, de la science, de tout, que par malheur pour eux, ils ont raté la marche de la révolution industrielle, que ça nous a donné un pouvoir non mérité, et que cette malheureuse parenthèse va se refermer, et qu'ils vont reprendre le rôle qui est le leur. Donc nous, on est des Européens, ça ne nous gêne pas le succès des autres, mais en revanche, on ne veut pas être dominé non plus. Donc il faut se mettre au niveau de jeu que la situation exige, et ça, je pense qu'on a encore des progrès à faire. Sur cet aspect-là, vraiment, ce qui est important, moi je pense que si on veut se mettre au niveau de jeu de ces acteurs, je répète, il faut vider ses poches. Et je pense qu'effectivement, la France seule ne peut pas être au niveau de jeu. L'Allemagne seule ne peut pas être au niveau de jeu. Et je pense que autant ces dernières années, sur d'autres enjeux économiques plus industriels, je pense que des grands pays européens pouvaient effectivement avoir une plus grande souveraineté, une plus grande autonomie stratégique. Quand il s'agit de digital, les montants sont tellement colossaux, bien les enjeux sont tellement colossaux, que je pense que cette souveraineté stratégique ne peut s'envisager autrement qu'à l'échelle européenne. Moi, je suis très perturbé, par exemple, je ne vais pas prendre l'exemple européen, mais vous allez voir que la similitude, elle est immédiate. En Belgique, par la difficulté de l'éclatement d'un certain nombre d'espaces de gouvernance, on a plusieurs stratégies de développement en matière d'intelligence artificielle. Et donc, nos régions investissent aujourd'hui sur des projets qui sont tous pertinents. Que ce soit Faris sur Bruxelles, soit le Trail en Wallonie, ce sont des projets pertinents. Mais c'est clair que lorsque on divise l'énergie, j'entends que la France a un projet très ambitieux, en Allemagne aussi, partout en fait, on a des projets. Mais si on se divise, j'ai la faiblesse de penser que probablement par moment on s'éparpille et qu'on gagne à développer une vraie capacité à se dire, OK, mais comment est-ce qu'effectivement on peut rationaliser cette énergie pour créer une vraie... Là, j'avoue quand même qu'on a un petit problème. Dans ma trop longue carrière dans le numérique, j'ai vu plusieurs fois des projets de faire un Stanford européen, Harvard européen. Et donc à ce moment-là, il y a 17 pays qui lèvent la main en disant, d'accord, mais il est chez moi. Et à la fin, on fait un réseau. C'est magnifique ce que vous dites, parce que je pense qu'on ira chercher une vraie autonomie stratégique européenne si à un moment donné, tous ensemble, on réussit à se mettre d'accord en disant voilà, c'est à cet endroit-là qu'on le fait. Vous avez un des projets dont moi, en tant que Belge, je suis le plus fier, et il est en France aujourd'hui, c'est Cadarache. Cadarache, pour moi, est un des plus beaux projets belges. Et il est chez vous, et j'en suis fier. Et donc, je pense qu'à un moment donné, si chacune et chacun d'entre nous, on est prêt à abandonner une part de notre souveraineté nationale au profit d'un projet qui nous dépasse, et je pense que le digital est un projet qui nous dépasse tous, on peut y arriver. Et donc, laissez-moi encore cet optimisme de penser que cette génération qui embrassera demain le digital sera en capacité de dépasser cet enjeu et construire ensemble cet enjeu fondamental de souveraineté digitale européenne. Oui, et puis on peut peut-être aussi... parce que c'est vrai qu'on dit les États-Unis sont très puissants. En fait, non, c'est Harvard et San Francisco qui sont très puissants. Donc ils ont fait le brain drain d'abord de 50 États et ensuite de la moitié de la planète sur 2 écosystèmes. Je pense qu'on n'arrivera pas à faire ça en Europe, à trouver 2 pays qui diront c'est chez moi et les autres qui diront j'y renonce. Mais peut-être qu'on peut aussi contester ces modèles archi-centralisés, centralisés en capital et centralisés en concentration, parce qu'on est des terres de haute civilisation, on est très interconnectés, on a plein de formes de relations, mais peut-être qu'il faut inventer un chemin qui n'est pas le copier-coller de la Silicon Valley. Non, mais voilà, moi j'insiste vraiment parce que je crois que c'est un, comment dire, chez nous, en Belgique, on appelle ça un knelpunt. C'est un point de discorde qu'on doit réussir à franchir, et ça peut libérer énormément de choses derrière. Et donc, je citais des laboratoires de recherche ou autres. Moi, je serais très heureux de voir la Belgique investir sur des projets au Portugal, en France ou en Allemagne, pour autant qu'à un moment donné, on focalise nos rayons sur la même énergie. Et après, avant que Nathanaël nous coupe le micro, je voulais juste dire aussi que oui, il va falloir qu'on se mette dans la cour des grands. Mais après... Aujourd'hui, je pense que la question est plus de comment bien investir que de comment plus investir. C'est-à-dire, alors nous, en Europe, là, on a un triste track record de grands projets qui ont foiré parce qu'on s'est dit, je vais copier Google ou le cloud ou ceci ou cela.
Et on a fait à l'ancienne, avec des cahiers des charges, des spécifications, du corps des mines. Alors que le succès quand même de toutes ces boîtes, c'est qu'elles partent petits et qu'elles grossissent. Cher collègue, monsieur l'ambassadeur, j'ai fini par découvrir que l'inventeur des méthodes agiles, c'était Talleyrand. Parce que Talleyrand nous a dit un jour, rien de grand dans le monde n'est né grand. Ni les fleuves, ni les arbres, ni les nations. Et ben, ni les big tech. Et nous, en France, on veut toujours construire des big tech from scratch avec 300 millions d'euros d'investissement. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Je reviens sur le fait de bien investir. Excusez-moi, parce que bien investir. Je suis convaincu que c'est comment dire. Vous savez, le plan de relance au niveau belge, c'est des montants qui sont évidemment importants. Mais quand on voit que certains montants sur les thématiques sont éclatés entre différents opérateurs, je pense qu'effectivement, le montant n'avait pas besoin d'être plus élevé. Mais peut-être que travailler à un projet en commun peut vraiment éveiller les choses. En tout cas, c'est dans ce sens-là que moi j'essaie de travailler. C'est vraiment se dire, voilà, mettons nos atouts sur la table et construisons un projet qui peut être stimulant. Et alors, je pense effectivement que un bon projet ou un mauvais projet, très souvent, ça coûte le même prix. Donc, tant qu'à faire, autant faire un bon. Alors, je vais devoir vous interrompre parce que je pense qu'il y a aussi des questions dans le public. Maintenant, la quatrième dimension, peut-être en une phrase ou si c'est possible, l'approche sur la diplomatie numérique européenne. Est-ce que vous aviez un message clé à faire passer? Et puis, je pense que ce sera l'occasion de prendre les questions du public avant de clôturer. Je peux faire deux phrases. En devenant diplomate, on m'a coupé le micro vraiment. Super. Oui. Non. J'en ai besoin. Moi, mon retour d'expérience de quelqu'un qui est devenu récemment diplomate, c'est qu'on est beaucoup plus proche qu'on croit. Parce que quand on voyage, quand on revient de Singapour, de Tokyo, de Rio, de Johannesburg, etc., on se sent quand même très famille, les Européens. Et ça s'est, je pense, accentué. Il faut le dire pendant les années Trump, en fait, parce que l'absence des Américains du système multilatéral nous a permis de prendre une place avec une sorte de joie quand même, et on a envie de continuer. Donc moi, je trouve que, en tout cas, par exemple, on a un réseau des ambassadeurs numériques de tous les pays d'Europe. C'est un réseau assez amical où on se réunit. Quand l'un d'entre eux pense qu'on a besoin d'échanger un truc, il envoie dans la boucle de mail, on se fait une petite visio. Enfin, c'est très uni. Il se passe quelque chose de passionnant, je trouve, dans les institutions européennes. C'est que, comme dans chaque pays, en gros, on est en train de comprendre que les affaires numériques, ça ne peut pas être pensé que comme du marché intérieur. Donc il y a le service européen d'action extérieure qui est en train d'apprendre à faire de la diplomatie numérique et à construire des manières de travailler avec la Commission. Et c'est assez beau parce qu'on est en train de le faire dans chaque pays et on est aussi en train de le faire dans les institutions européennes. Et ça va nous amener quelque part, ça. Donc, bilan très optimiste, en fait. Il y a une diplomatie numérique européenne, elle se cherche encore, elle n'a pas... voilà, il y a encore l'échafaudage, mais quelque chose est en train de se construire. En fait, on a fait un peu de diplomatie numérique là tout à l'heure quand on cherchait des projets en commun à développer. Je pense que la diplomatie numérique, elle renvoie à l'enjeu fondamental que j'évoquais tout à l'heure, qui est un des piliers de l'état d'esprit dont je parlais, c'est la convergence. C'est réussir à s'asseoir autour de la même table, envisager ensemble des enjeux et voir comment on construit la meilleure façon de les implémenter. Ça va du call to action jusqu'aux projets qu'on fait en commun, les PIEC par exemple, le genre des éléments. Donc ça, je pense que c'est essentiel. Et après, effectivement, voir comment nous, en tant qu'Européens, on peut prendre langue avec d'autres pays. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment essentiel, mais j'ai l'impression que la diplomatie numérique, moi je la vis tous les jours depuis que... Voilà, c'est de la batterie. Allô? Voilà, non, toujours pas. Oui, voilà. Et donc voilà, mais je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça. Ce qui s'est dessiné ce dernier mois avec Homo Numericus, c'est ça aussi. C'est percevoir, en fait, comprendre l'autre dans ce qu'il construit, dans ce qu'il désire, dans ce qui est bon pour le développement de sa propre identité et voir comment on le concilie. En ce sens, vous savez, la Belgique est profondément attachée au projet européen. Je pense que la France l'est également. Et donc, construire ensemble, à partir de centres de gouvernance différents, d'identités différentes, d'histoires différentes, un projet commun fondé sur des valeurs et sur une prospérité qu'on partage, je
pense que c'est fondamentalement un des plus beaux projets qu'on ait pu réaliser, c'est dans l'histoire de l'humanité même. Merci. Donc, une Smart Nation, c'est aussi international. Alors, je pense qu'on peut prendre quelques questions, peut-être du public. Oui. Est-ce qu'il y a un micro qui peut passer ? Bonsoir, Stéphanie Lepczynski, conseillère pour la secrétaire d'État à la transition économique et à la recherche scientifique à Bruxelles. Merci pour les discussions. On a beaucoup parlé, je trouve, d'intangibles ce soir. Or, le concept d'autonomie stratégique qui est porté par le commissaire breton à l'Europe est beaucoup basé sur la relocalisation des chaînes de valeur. Vous l'avez un peu mentionné au début, Monsieur Verdier, quand vous avez parlé de terres rares et de semi-conducteurs, et aussi de la place de l'industrie. Et en fait, je voulais savoir, en prenant en compte aussi le fait que le numérique a une empreinte environnementale énorme, on parle de 4% des émissions de CO2, je voulais savoir quelle était la place que vous voyez dans l'économie circulaire au niveau du numérique, pour aussi, et aussi la possibilité de réduire l'empreinte environnementale du numérique via le concept d'autonomie stratégique. Merci. Lorsqu'on parle de semi-conducteurs, par exemple, notamment de l'aspect recherche en semi-conducteurs, la réflexion qu'on a aujourd'hui, elle est dans la construction d'une vraie chaîne de valeur en matière de semi-conducteurs. Plutôt dans la production, effectivement, au niveau européen, où on ne se focalise pas, nous, uniquement sur la Belgique. On est en train de mettre en place aujourd'hui également des mécaniques de revalorisation des filières. Dans le cadre, j'ai beaucoup travaillé dessus dans mon ancienne vie, lorsque on gérait les filières de déchets et des déchets électroniques, pour essayer de valoriser ça. Il y a des pays qui aujourd'hui ont pris des positions très intéressantes en la matière. C'est pas en Belgique, en Allemagne par exemple, il y a un gros travail qui est fait par rapport à ces moments-là. Et donc quand on développe cette autonomie stratégique, je reviens avec l'idée de mettre ces cartes sur la table. C'est un petit peu ça, c'est voir comment on construit une chaîne de valeur essentielle en identifiant qui a pris quelle position. Mais si tout le monde veut prendre la même pièce du puzzle, ou bien si tout le monde veut se focaliser sur la même pièce du puzzle, je pense qu'on est moins efficace. Et donc c'est clair que si tout le monde veut être bon en recherche, bon dans la revalorisation, bon dans la commercialisation, enfin je passe l'ensemble des détails, c'est là qu'on perd en énergie en fait. Et donc c'est ça qui me semble essentiel, c'est de percevoir cette autonomie stratégique en utilisant en fait les meilleures cartouches qu'on a dans l'ensemble des personnes qui sont prêtes à les partager. Ça c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Après, l'attention sur effectivement l'impact environnemental du digital, moi j'entends que c'est une attention très très particulière et certainement par rapport aux métaux rares. Ça, je place ça plutôt dans la revalorisation de life cycle des outils numériques, pas forcément dans la réutilisation, mais aussi dans la durée de vie. Il y a toute une série de réflexions qu'on peut avoir. Mais je suis toujours attentif au fait que lorsque de façon un peu accusatrice, on dit oui, mais le digital, ça pollue. Je pense qu'il faut être aussi bien conscient, alors sur du coq à l'âne peut-être, que l'ensemble des outils de digitalisation, il y a toute une série d'études très sérieuses qui démontrent à quel point le digital ouvre des perspectives colossales en termes de solutions et de réponses, en matière d'économie collaborative, d'économie partagée. Donc voilà, je sais que ce n'est pas tout à fait sur l'autonomie stratégique, quoique. Donc voilà, par rapport aux chaînes de valeur, je pense que les chaînes de valeur doivent s'envisager, étalées sur l'ensemble des territoires, bien entendu. Un tout petit mot dont je ne reviens pas, parce que tout a été dit. Oui, je confirme que le numérique, il y a une matérialité, et qu'il faut qu'on regarde aussi nos points de dépendance matériels. On pourrait regarder un peu les câbles aussi, par exemple. Sur l'environnement, vous l'avez dit d'abord, enfin oui, c'est un peu compliqué d'analyser parce que peut-être que pendant qu'ils font des jeux vidéo, les gamins, ils ne sont pas avec leur 4x4 en train de saccager la forêt, donc il faudrait faire un comparatif avec d'autres activités. Mais, et là je vais m'autoriser la minute vieux con. Moi, donc j'ai appris l'informatique dans les années 80. Et à l'époque, la puissance de calcul, c'était encore assez rare. Enfin, certains calculs dans les labos de biologie à Normal Sup, on les confiait au CEA et on nous disait, toi, tu passeras dans 5 semaines. Et donc, on nous apprenait à être
économe en calcul, à faire attention, à réfléchir avant de coder, à mettre moins de lignes de code, moins d'opérations inutiles et tout. Et puis, c'est vrai que quand même, l'informatique des 30 dernières années, on nous a dit, t'inquiète, il y a du cloud, t'inquiète, il y a du big data, tu peux passer en force, tu peux allumer 10 000 machines, lâche-toi, fais-toi plaisir. En plus, on a fait un code où on fait du copier-coller de code ancien, et donc on garde des fonctions qui ne servent plus à rien, et ça prolifère. Vous savez, quand j'ai fait pour l'État français, c'est un logiciel libre, vous pouvez aussi le prendre, hein, une messagerie instantanée archi-sécurisée qui s'appelle CHAP, qui est chiffrée bout en bout, et qu'on peut héberger sur nos... En fait, on a pris une souche libre, parce qu'on ne se refait pas, très, très prometteuse, très intéressante, qui s'appelle Riot Matrix. Et puis on s'est dit, on va quand même enlever toutes les lignes de code dont on n'est pas vraiment sûr de à quoi elles servent. Parce qu'après tout, c'est peut-être une faille de sécurité, de se synchroniser avec une horloge. En fait, on a enlevé les 2/3 des lignes de code. Et ça marche très bien comme ça. Donc aujourd'hui, il y a cette espèce de culture un peu je passe en force. Quand on nous vante les mérites de la blockchain en disant c'est génial pour retrouver si le mec a le baccalauréat, on va rallumer tout l'historique de tous les baccalauréats depuis le début de l'humanité. C'est quand même un peu pourri comme approche. Et donc moi je crois, et ça je vais être très sérieux, que maintenant dans la formation des informaticiens, dans l'évaluation des softs, etc., il faut qu'on apprenne maintenant à remettre ce principe d'efficacité un peu tenu, de frugalité. Et il faut qu'on décourage, mais c'est plus une question de formation des informaticiens, cette espèce d'approche bourrine en fait, et non efficiente, que finalement on a un peu encouragé depuis 20 ans, y compris les vendeurs de solutions, hein, les vendeurs de gros data centers, les vendeurs de clusters Hadoop, les vendeurs qui nous ont dit vas-y, fais-toi plaisir. Hein. On a dû venir vous le dire au ministère, il faut d'abord tout stocker, toutes les données, n'en perdez aucune, jamais, sous aucun prétexte. On réfléchira après. Ben non, il faut réfléchir en même temps. Moi, je vais me permettre une petite minute du vieux con aussi, alors. J'ai vécu mon expérience dans une structure en fait, qui était gérée par mon ancienne institution, qui en fait est devenue une SA. C'était d'abord une ASBL, en fait, hein, une structure sans but lucratif, qui avait proposé des solutions logicielles pour les communes, si vous voulez. Et ça avait tellement fonctionné qu'elle s'était transformée en structure privée. Et on regardait, donc l'institution était encore impliquée dans cette... Et lors d'une réunion de ces structures, je me souviens d'un rapport sur l'année écoulée où le service de logiciels avait expliqué qu'en fait, ils avaient fait des logiciels pas assez consommateurs de ressources, et du coup, le service hardware avait moins bien fonctionné. Et donc, c'est vraiment ça. C'est qu'à un moment donné, effectivement, pour stimuler le changement de matériel, le hardware, ce genre de choses, il y a vraiment eu des dynamiques de fonctionnement économique où on crée des softwares qui faisaient clignoter vos boutons dans tous les sens et qui, du coup, effectivement, étaient beaucoup plus consommateurs de ressources. Ça, évidemment, on doit s'y attaquer d'une façon évidente. Il y a un micro juste à côté. Est-ce qu'il y a une autre question? Pardon. C'est bon. Alors, une autre question dans le public. Présentez-vous, oui. Oui, bonjour, Jonathan de Bilde. Je travaille pour Preligence, une entreprise française, une scale-up française qui travaille surtout sur les IA pour la défense. Et j'ai en fait une petite question sur, quels sont votre conseils en fait pour des entreprises de scale-up, start-up qui n'ont pas des avocats et tout ça pour en fait supporter le développement de l'autonomie stratégique. Merci. Les conseils, c'est de faire votre boulot, en fait, puisqu'en fait, vous avez manifestement les compétences, si vous avez développé votre entreprise. Et nous, notre boulot, c'est ce que je disais tout à l'heure, notre boulot, c'est de concevoir, en fait, des réglementations, contribuer à des réglementations européennes qui respectent, en fait, les petites et moyennes entreprises. Quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire qu'au niveau de mon cabinet en Belgique, j'imagine que le secrétaire d'État, Cédric O, est tout aussi attentif en France. Nous sommes en contact avec toutes les natures d'entreprises pour bien percevoir que lorsque on met en place des mécaniques régulatoires, effectivement, elles ne sont pas écrasantes.
le travail qu'on fait en matière de simplification administrative, et je peux dire qu'en Belgique, il y a un fameux boulot à réaliser, c'est pour vous libérer de ça. Après, par rapport à votre rôle en tant qu'entreprise pour contribuer à l'autonomie stratégique, moi, je ne peux que vous inviter à faire votre boulot, comment dire, à stimuler aussi les compétences dont vous avez besoin, c'est-à-dire vous informer sur les compétences dont vous avez besoin. Et nous, notre boulot, c'est de vous alimenter de ça, mais créer un contexte. Par contre, notre boulot, c'est pas de travailler à votre place. Quand vous êtes, parce qu'on fera ça moins bien que vous, tout simplement. Par contre, lorsque vous êtes des entreprises qui, et j'en ai rencontré déjà quelques-unes, qui sont des entreprises qui peuvent représenter un intérêt majeur par rapport aux produits que vous développez, que ce soit en matière d'observation, d'aérospatiale, d'intelligence artificielle, ce genre de choses, là, on doit être en capacité, mais ça relève d'un autre département que le mien, d'être attentif au rôle que vous pouvez jouer dans notamment les cyberdéfenses ou la cyberattaque ou ce genre de choses. Il y a des attentions aujourd'hui, je ne vais pas en parler davantage aujourd'hui, mais il y a d'autres réflexions qui sont les nôtres par rapport à ça, où la question peut se poser de savoir si, quand on parle de cyberdéfense, cybersécurité, est-ce qu'on développe des compétences en interne avec des personnes qu'on forme, ou bien est-ce qu'à un moment donné, on travaille davantage dans des réflexions d'outsourcing et de collaboration avec des opérateurs économiques. Je pense que certains pays ont démontré, pas plus tard qu'il y a quelques mois, qu'ils avaient fait le choix de s'appuyer sur des startups pour développer des dynamiques de cyberattaque, ce genre de choses. Je pense qu'on ne doit pas être naïf sur la question. Et je crois que des compétences existantes dans des entreprises qui sont sur notre territoire doivent être dans notre viseur. Ça, c'est ma lecture. Oui, voilà, je ne vais pas en ajouter. Si vous êtes une start-up, une scale-up, n'écoutez pas trop les conseils des fonctionnaires, des politiques et des ambassadeurs. Foncez. J'en donne quand même un. Soyez, si vous êtes dans la défense et si vous êtes bon, ce que je vous souhaite, soyez parano sur la cybersécurité. Et doublement parano et triplement parano. Ça me rappelle l'histoire d'un de mes amis, dont je vais taire le nom, c'était il y a 20 ans, qui travaillait dans des applications militaires et qui me dit « On a été piraté, on m'a tout volé, c'est horrible ». Je dis, mais et tout d'un coup, je l'entends qui dit « J'aurais dû me souvenir que l'entreprise de nettoyage est venue le mardi. » Les gars, ils étaient venus le jeudi avec des blouses bleues et tout. Et quand il n'y avait plus personne dans les bureaux, ils ont rallumé tous les ordinateurs et ils ont tout siphonné. Donc, il faut vraiment penser à tout en 360, y compris que l'entreprise de nettoyage, elle vient le mardi. Alors, peut-être une dernière question et puis on clôturera. Non ? Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur. Je vais peut-être clôturer le cycle et ensuite passer la parole à madame la première conseillère pour clôturer, finalement. Voilà. Donc, étant donné les délais, je vais être très rapide. C'est juste pour vous donner un petit parfum de ce que ce cycle a pu donner. On a parlé d'air immersive, on a parlé d'intelligence artificielle, de gaming, des compétences du XXIe siècle. On a parlé de la santé, on a parlé des femmes dans le digital. On a parlé de la traçabilité alimentaire et finalement, cerise sur le gâteau, mais enfin, extrêmement important, le débat d'aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs idées qui ont émergé à travers des débats qui étaient assez inédits, avec des personnalités de haut niveau. Et je ne vais pas pouvoir tout citer maintenant, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a déjà des résultats, un renforcement des collaborations entre les administrations belges et françaises, des connexions établies entre des organisations et des personnalités belges et françaises sur certaines thématiques, par exemple Rubica à Valenciennes qui invite l'Université de Mons, plusieurs autres collaborations se mettent en place sur les industries créatives. En santé, on a parlé aussi du leadership de la France sur le European Health Data Center, et donc des collaborations peuvent être mises en place. Sur les femmes dans le digital, un grand cri a été donné pour soutenir l'initiative Women in Digital qui a été portée par notre secrétaire d'État.
Voilà, je vais maintenant simplement passer la parole à la première conseillère de l'ambassade. Merci. Moi, je vais juste vous dire au nom de l'ambassade de France un grand merci à tous d'avoir été là, un grand merci à nos intervenants pour ce débat très riche, très intéressant, qui nous permet de clore le cycle Homo numericus en beauté. Vous l'avez compris, on reparlera beaucoup de numérique durant la présidence française de l'Union européenne, parce que nous avons de grandes ambitions, beaucoup de projets. Donc je vous invite à continuer de suivre notamment tout ce que l'ambassade de France pourra organiser ou diffuser sur ces questions. Et dans l'attente de cette présidence, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette conférence et peut-être les autres. Et je vous dis à bientôt.